Et bonjour tout le monde, salut, salut, salut. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Didier, il me faut une RTT pour pouvoir vous écouter en live et pas en replay. Bah Didier, ça va te coûter cher en RTT parce que c'est tous les jours quand même. J'espère que t'as autant de RTT, mais j'ai peur que ça soit un peu compliqué quand même. Comment ça va tout le monde? C'est lundi, on est tous un peu fatigués, mais on va se réveiller dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut Bouftonnias, salut VP42, Miforo, Gélob, Ubik, Bouftonnias, meilleur des espoirs, salut les habitués, Tristanicus, Brocoli, salut Ranik, première fois dans le chat, bienvenue, Arwendil, pareil, bienvenue à tous, bonjour, 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 Kim, salut, première fois dans le chat, bienvenue aussi. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Alors je vois que certains ont pleuré l'absence de matinale la semaine dernière, mais vous inquiétez pas, on revient pour des semaines complètes cette fois-ci. Toujours du lundi au jeudi hein, pour les nouveaux, 7h15 sur la chaîne d'arrêt sur image. Salut Paloma, bienvenue. Salut Svartman, salut la propriété, c'est le vol, Papa Narbre. Bonjour à tous, Valeur Anarchiste est là bien sûr. Salut. Alors, figurez-vous que ce matin, on va se faire une matinale quasi 100% extrême droite. Incroyable. Pour bien se lancer la semaine, pour bien se mettre de bonne humeur, on va se faire 100% CNews. Salut Jean-Charles, Jane est morte et je suis un peu triste. Et ben je crois qu'on est tous un peu tristes, Jean-Charles. D'ailleurs, c'est intéressant, vous observerez, c'est Elodie Safaris qui est notre chroniqueuse et qui en a parlé sur Twitter. C'est toujours intéressant de voir les choix iconographiques quand il y a une mort célèbre, j'allais dire, en l'occurrence Jane Birkin. C'est toujours intéressant de voir comment les médias choisissent de la représenter. Est-ce qu'il faut prendre une photo d'elle jeune? Est-ce qu'il faut prendre une photo d'elle plus âgée? Et souvent on choisit les photos jeunes, parce que c'est l'image iconique qu'on a tous en tête, surtout pour Jane Birkin, et surtout pour les femmes en général. En général, pour les femmes, on choisit toujours des photos jeunes. Et bon, voilà, c'est toujours intéressant, mais il faut surtout une morto, et voilà, exactement. Et bon, vous regarderez parce que typiquement, alors moi j'ai fait la comparaison qui n'a évidemment aucune valeur scientifique, mais c'est le premier exemple qui m'est venu en tête et j'ai comparé avec Jean Rochefort par exemple. Jean Rochefort qui est un acteur, un personnage qui en tout cas pour ma génération est toujours quelqu'un qu'on a connu, disons vieux, mais en tout cas avec une moustache blanche, les cheveux blancs, etc. Et pour Jean Rochefort, l'icono était beaucoup plus tranché, c'est-à-dire qu'on avait quasiment que des photos de lui dans la fleur de l'âge, on va dire. Quasiment aucune photo de lui jeune. Alors que Jane Birkin, c'est très, très partagé. Mais voilà, vous irez voir. Oui, c'est vrai qu'on a déjà fait l'émission sur Bolloré vendredi. Alors vous avez vu qu'on a enfin fait cette émission JDD, il était temps. Même si Nassira, enfin on a essayé toute la semaine d'avoir quelqu'un du JDD, mais ils ont pas voulu, ils veulent pas s'exposer plus qu'ils ne le font déjà. Et on peut les comprendre. Donc voilà, il n'y avait pas le JDD en plateau, malheureusement. Mais bon, après, c'était à prévoir. Hein. Parce que dans ce genre de lutte, quand vous devenez le visage de la contestation ou de la grève, en l'occurrence, ça devient très compliqué pour vous dans l'entreprise. Donc voilà. Mais on a à la fois... attends, je vais me mettre en... On a à la fois l'émission de vendredi qui est là, et on a aussi un reportage pendant la grève qui est là, que j'ai fait mercredi dernier. Donc voilà. Alors, écoutez, on va se lancer tout de suite avec un sujet qui personnellement m'a beaucoup fait rire parce que j'ai pas trop compris l'emballement. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Libé a fait un portrait de Franck Ferrand. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Franck Ferrand, qui est Franck Ferrand? Franck Ferrand, alors il est un peu dur à décrire. Salut Daphone, trop content de découvrir cette matinale. Eh bah écoute, je suis ravi, bienvenue. Tu es ici, chez toi. Donc Franck Ferrand, pour ceux qui ne le connaîtraient pas,
Mais bon, j'imagine quand même que tout le monde commence un peu à connaître Franck Ferrand. C'est lui, là, en photo, avec un superbe vélo et des drapeaux français. Franck Ferrand, c'est quelqu'un qui se présente comme un vulgarisateur en histoire, c'est-à-dire qu'il est un peu comme Laurent Deutsch. Il n'est pas historien, et la comparaison avec Laurent Deutsch a son importance, il n'est pas historien. Il n'est pas vraiment journaliste, il est un peu tout ça à la fois. Mais le problème de Franck Ferrand, c'est que il a tendance très souvent à raconter un peu n'importe quoi. Bon. Et en ce moment, comme depuis plusieurs années, Franck Ferrand, il commente le Tour de France. C'est-à-dire que sur le Tour de France, vous avez les commentateurs sportifs, donc sur France Télévisions. Vous avez les commentateurs sportifs et vous avez toujours quelqu'un qui est là pour donner un peu de vie aux commentaires du Tour de France, parce que, alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste du skisme, mais dans le Tour de France, il y a quand même des moments un peu creux, un peu mous, donc il faut bien meubler un peu. Et vous avez toujours quelqu'un qui est là pour raconter l'histoire de telle étape, tel village que traverse le Tour, tel lieu historique, tel paysage, etc. Bon. Et donc c'est Franck Ferrand qui le fait pour France Télé depuis, de mémoire, au moins 3-4 ans. Et ben le problème, c'est que Franck Ferrand, il n'est pas totalement neutre. Il est, je sais pas s'il l'est toujours, mais en tout cas, il a été chroniqueur à Valeurs Actuelles, il est chroniqueur sur CNews. Donc c'est quelqu'un qui est politiquement plutôt marqué. Et donc Libé a publié un papier sur Franck Ferrand, un portrait de Franck Ferrand, qui a beaucoup fait réagir, et dont le titre était « Qui est vraiment Franck Ferrand, l'historien controversé du Tour qui embarrasse France TV ?» Alors déjà, sur le titre, ils l'ont qualifié d'historien. Alors comme c'est historien du Tour, on va dire que ça passe, mais c'est compliqué. Avec tous les vulgarisateurs et vulgarisatrices de qualité que nous avons, pourquoi sont toujours les mythos qui sont sollicités? Bonne question. Un journaliste historien neutre, ça n'existe pas. Absolument. Très bonne remarque. Donc, ce portrait de Libé, enfin qui est plutôt ils l'ont titré enquête, mais en fait, enfin ils l'ont classé en enquête, mais c'est plutôt quand même un portrait. Alors un portrait, c'est pas une enquête, hein, mais voilà. Donc je vous lis ce papier, et vous allez voir pourquoi j'étais un peu surpris, parce qu'en fait j'ai fait le même papier il y a 2 ans. Quasiment, pas mot pour mot, mais on l'avait déjà fait en fait. Rendez-vous avait été pris, cela devait être à Paris avant le Tour, et puis finalement non, Franck Ferrand était trop occupé. Alors ce sera à Clermont, nous promettons, le dimanche soir, après l'étape du Puy-de-Dôme, où Pogacar et Vingegaard ont rejoué dans une moindre mesure le duel entre Poulidor et Anquetil en 64. Si ce n'était pas aussi excitant que de passer une nuit chez Maud avec Françoise Fabian, on se réjouissait de rencontrer l'homme intrigant et polémique. On aurait pris un Vittel, comme Jean-Louis Trintignant dans le film de Romer, lui peut-être une orange pressée. Nos trajectoires ordinaires ne se rencontront pas, cela ne pouvait être que dans l'extraordinaire ville volcanique où se situaient nos points d'intersection. Las, la veille, le samedi, coup de fil de France Télé. Finalement, il a été décidé, après une dernière réunion préparatoire, de ne pas faire cette interview. Impossible même de l'avoir au téléphone. Pour protéger Franck Ferrand, nous explique-t-on. Drôle d'excuse. Franck Ferrand, 55 ans, est l'historien officiel du Tour de France sur France Télé. Lors de longues heures de diffusion, il ponctue les commentaires sportifs d'Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert de remarques sur les églises, les châteaux et les villages que les coureurs croisent sur le parcours. A priori, un poste rien que très consensuel qu'il occupe depuis 2017 en remplaçant d'Éric Fotorino. Donc ça fait 6 ans. De quoi donc le groupe public peut-il avoir peur? Alors que les audiences de l'épreuve cycliste sont excellentes, 3,7 millions de spectateurs en moyenne la première semaine avec des pics à 8 millions, France Télé pense-t-elle avoir une petite bombe entre les mains? Craint-elle qu'elle n'explose pendant le tour? Il faut dire que sur la grande boucle, si Amaury Sport Organisation, l'organisateur est le roi tout-puissant, le service public est la reine-mère ayant la maîtrise de l'image. Alors, attendez, je fais juste un truc, hop, voilà. Je vous donne un deuxième onglet parce que j'ai un onglet qui bug, je ne sais pas pourquoi. Ça m'énerve. Et voilà, ça marchera bien, je pense. Ouais, ça marche bien. Donc, pardon pour cette petite coupure. Ces dernières années, le Pictavien d'origine, fils d'un couple d'artisans bouchers, est devenu le commentateur historique le plus puissant de France et de Navarre. Ses livres sont des succès de librairie et ses multiples participations à des émissions radio ou télé lui assurent une présence médiatique presque permanente. Problème, entre ses débuts sur le Tour et aujourd'hui, son image a évolué.
Au départ, Franck Ferrand était perçu comme un Laurent Deutsch ou un Stéphane Bern, ces personnalités mondaines fascinées par les grands hommes qui racontent de belles histoires sur un pays royaliste et chrétien. Agaçant pour les historiens professionnels, mais malheureusement commun. Mais depuis janvier 2021, sa tribune dans le média d'extrême droite Valeurs Actuelles, qu'il a rejoint en même temps que CNews, une chaîne très clairement d'extrême droite, a récemment commenté le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, dévoile une facette supplémentaire de l'animateur passé par Sciences Po et l'EHESS pour un mémoire sur la cour de Louis XV, mais qui n'a pas mené par la suite de carrière universitaire. De quoi sérieusement entamer son capital sympathie. Déjà, on voit plus le texte. Alors c'est fait exprès parce que quand c'est des articles qui sont réservés aux abonnés, j'essaye de pas... je me contente de vous le lire pour éviter que tout devienne accessible gratuitement. Puisque, comme vous le savez, il faut payer la presse. C'est important. Mais bon, comme je vous le lis, c'est pas grave. De quoi sérieusement entamer son capital sympathie. Déjà en février 2021, la ville de Marseille, passée à gauche un an plus tôt, avait mis fin à une série de podcasts avec l'animateur intitulé Marseille sans galéjade, voulu par la précédente municipalité de droite, dirigée par Jean-Claude Gaudin. En cause, les valeurs et les idées véhiculées par l'animateur non pas dans le podcast, mais à travers ses chroniques dans l'hebdomadaire ou dans des interviews dans la presse, comme lorsqu'il avait affirmé dans la Nouvelle République en 2020 se méfier des écologistes politiques, entre guillemets. Leur pensée me paraît dangereuse, ce n'est pas que ça m'inquiète, ça me rend malade, c'est un vrai danger, il faut que toutes les bonnes volontés se dressent contre eux, sinon on part dans le mur. Mi-juin, cette fois, sa nomination à la direction éditoriale d'Historia, qui viendra acquérir LVMH, a été publiquement contestée dans une lettre ouverte signée du comité éditorial du mensuel de vulgarisation historique. Des questions se posent quant à ses chroniques dans Valeurs Actuelles qu'il a rejoint il y a 2 ans, car en aucun cas nous ne souhaitons que le magazine devienne la proie d'amalgame, s'alarment ses membres. À la veille du second tour de l'élection présidentielle, l'intéressé écrivait qu'en dehors d'Éric Zemmour, l'automne dernier, personne n'a su placer le débat public au niveau requis. Quelques mois plus tôt, il comparait le discours d'un roi, du candidat de Reconquête à Villepinte, à ceux de Churchill et Martin Luther King. Il s'aime beaucoup, nous dit-on dans l'entourage de l'ancien polémiste du Figaro. De même, ajoute le communiqué d'Historia, certaines de ses approches historiques suscitent la controverse dans la sphère académique. Outre son penchant pour le zemmourisme, Ferrand collectionne les casseroles. Le vulgarisateur continue à propager l'idée fausse selon laquelle le site d'Alésia, qui opposa les Gaulois et les Romains lors de la conquête des Gaules, se trouve dans le Jura, à Siam et à Chaux-des-Crotenay, et non en Bourgogne, dans la commune d'Alise-Sainte-Reine, comme le documentent pourtant les historiens et les archéologues depuis le XIXe siècle. Sa préface d'un livre collectif dirigé par la professeure de latin retraitée Danielle Porte, Alésia, la supercherie dévoilée, paru en 2014, et son obstination à défendre une thèse qualifiée par l'historien de théorie du complot dans ses chroniques à la radio ou dans la presse lui attire les moqueries du monde universitaire. À la veille du Tour de France 2007, dont le tracé passe par la Côte d'Or et le Jura, le consultant laisse entendre dans Libération qu'il ne mentionnera pas Alésia car le Tour de France n'est pas un lieu de polémique. Il évoque finalement lors de la 8e étape le site jurassien d'Alésia, alias le véritable site du siège d'Alésia, qu'il oppose au site officiel qui se trouve en Bourgogne, site présumé de la bataille d'Alésia, se sont aussitôt obligés de reprendre en direct le commentateur Alexandre Pasteur. C'est un sujet sensible, mais qui vous tient à cœur, on le sait, Franck. Alors, je ne vous lis pas tout le portrait, parce que, en fait, vraiment, et c'est pas pour faire mousser arrêt sur image. Mais on a fait exactement le même il y a 2 ans. Mais quasiment, j'allais dire, très portrait. Je vous l'affiche. Donc en janvier 2021. Et ce qui était intéressant dans ce portrait, c'est que, donc vous l'aurez noté, cette fois-ci, Franck Ferrand et France Télé refusent qu'ils répondent à Libération. À l'époque, moi je l'avais eu au téléphone, Franck Ferrand. Je l'avais eu assez longtemps même. Il était très courtois, très cordial. Il savait qu'il parlait à arrêt sur image, il savait d'où on parlait. Et donc il savait très bien qu'on n'allait pas être super tendre avec lui. Bon. Mais ce qui était intéressant, c'est que à l'époque, on avait exactement le point de vue que décrit Libé au départ. C'est-à-dire, pour moi, Franck Ferrand, c'était, bon, en effet, une sorte de Stéphane Bern bis, certes marqué à droite, certes vulgarisateur historique de droite, mais plutôt classique. Sans
sans que ça prête à confusion, parce que pour moi, c'était très clair pour tout le monde que Franck Ferrand, c'était voilà, le roman national, les grands hommes, les grandes histoires, etc. Et puis, donc, il a rejoint Valeurs Actuelles et CNews, et il y a eu cette fameuse interview dans la Nouvelle République, où il prenait clairement un tournant, d'autant qu'à ce moment-là, il sortait son livre sur Jeanne d'Arc, qui s'appelle L'année de Jeanne, et où il transpose Jeanne d'Arc à notre époque, ce qui lui donne évidemment un prétexte pour développer toute une pensée politique, pensée qu'on peut juger profonde ou pas, peu importe, mais pour nous c'était un tournant, il y avait quelque chose qui s'était passé, on va dire, dans l'image et dans le positionnement de Franck Ferrand. Et donc on avait fait ce portrait en se disant à l'époque, il faut le faire, il faut pas rater ce portrait de Franck Ferrand parce que on sera d'abord parmi les premiers à le faire, pas les premiers, il y a déjà eu des portraits de Franck Ferrand, mais en tout cas parmi les premiers sous cet angle, c'est-à-dire à dire attention, Franck Ferrand il est en train de prendre un virage un peu étrange. Et pour nous, c'était important de le noter, d'autant plus que, comme le rappelle Libé et comme on le faisait déjà à l'époque, il était sur France Télévisions pour le Tour de France. Alors pas au moment où on a écrit le papier, parce que je l'ai fait en janvier, mais on savait déjà qu'il serait tout l'été sur France Télé pour commenter le Tour de France. Et ce qui est intéressant chez Franck Ferrand, c'est que à l'époque, moi ce que j'avais remarqué, c'est à quel point, à partir du jour où il est apparu sur CNews la première fois, pour faire une chronique, il est devenu très rapidement une sorte d'éditorialiste, je sais pas comment dire, chimiquement pur. C'est-à-dire qu'il est très vite rentré dans le moule. Et très vite, il s'est mis à avoir des gimmicks, c'est-à-dire des phrases qu'il répétait en permanence dans toutes ses interventions médiatiques. Il s'est mis à parler de tout et de n'importe quoi, comme tous les bons éditorialistes. Il parlait des condamnations de Sarkozy, il parlait d'histoire, il parlait d'immigration, il parlait d'écologie, il parlait du Covid, puisqu'à l'époque on était encore dans le Covid. Et c'était assez fascinant à observer, cette façon de se fondre parfaitement dans un moule prédéfini, en l'occurrence celui de éditorialiste de CNews. Et à l'époque, ce qui était intéressant aussi, et ça pour le coup je m'y attendais beaucoup moins, c'est que Franck Ferrand il assumait complètement. Et il assumait, je veux dire, très clairement et sans problème. Quand moi je lui avais dit au téléphone, mais vous avez pris un petit tournant très à droite quand même. Et il m'avait dit, tout le monde semble s'étonner, mais ce n'est pas nouveau. Le vrai moment fort pour moi, ça a été l'apparition de L'année de Jeanne, donc son roman. Je suis sorti de mon rôle pour m'exprimer sur des sujets de société et parler du présent, mais aussi du futur. Donc ensuite, il racontait comment il avait été embauché à Valeurs Actuelles, en remplacement de Litignac qui venait de mourir. Et donc, moi je lui disais, mais ça vous pose pas de problème d'aller dans un magazine qui a été condamné. À l'époque, c'était la condamnation après le papier sur Daniel Obono. Et il disait, je vous avoue que la condamnation en question ne m'a pas tellement pesé dans mon choix, j'y ai des amis, je m'y sens en confiance. Il y a 15 ou 20 ans, on ne m'aurait jamais posé la question de savoir si je devais ou non rejoindre un journal d'opinion. Alors ce qui est intéressant ici aussi, c'est la façon, ça classique, hein, quand on y est et quand on y travaille, de traiter CNews comme un journal d'opinion comme les autres. C'est très habituel. Et donc à la fin de la conversation, je lui avais dit un peu sur le ton de la rigolade, mais la question était très sérieuse. Je lui avais dit, mais en allant bosser à CNews, parce qu'à l'époque, Éric Zemmour n'était pas encore candidat, vous avez pas peur de croiser Éric Zemmour dans les couloirs? Et il m'avait répondu dans un fou rire, mais non, pas du tout, je m'entends très bien avec Éric Zemmour. Bon. Et à l'époque, ce portrait n'avait subi aucune espèce de contestation, de remise en cause, de droit de réponse ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que Franck Ferrand avait répondu tout à fait cordialement. J'avais retranscrit ses propos, je crois, très fidèlement. Je crois pas qu'il ait été trahi, je crois pas qu'il ait été trompé dans la façon dont ses propos ont été rapportés. On avait interrogé des historiens sur ces théories, justement, sur cette fameuse histoire d'Alésia, et puis sur d'autres, hein, parce que c'est pas la seule. On avait aussi remarqué que dans ses commentaires sur le Tour de France, il racontait très souvent n'importe quoi. Parce qu'il a une autre grande théorie, Franck Ferrand, c'est que la guerre de Troie a eu lieu en Angleterre.
Je vous refais pas tous les détails, hein, mais tous les historiens sérieux vous disent que c'est n'importe quoi et que ça n'a aucun sens. Et donc, il y avait d'autres choses. Hein, typiquement sur le Tour de France, il rapportait beaucoup de légendes urbaines. Il racontait beaucoup de légendes populaires, comme si c'était des histoires avérées, alors que non, pas du tout en fait. Et donc on racontait déjà à l'époque que sur le Tour de France, il balançait du Alésia tout le temps. Et alors j'ai vu passer la question, pardon, j'ai raté je sais plus qui a posé la question de pourquoi cette histoire d'Alésia. En fait, l'histoire d'Alésia en soi, elle est pas si importante. Ce qui est important, c'est la façon qu'a Franck Ferrand de se mettre en but aux historiens, ceux qui jugent les historiens officiels, l'intelligentsia, la doxa, etc. Et ça, c'est un marqueur qui est aussi qu'on retrouve aussi chez Laurent Deutsch, par exemple. C'est des gens qui ne sont pas historiens, mais qui estiment que il y a une histoire officielle qui cherche à cacher des choses. Alors pourquoi, c'est jamais très clair. Alors dans le cas d'Alésia, typiquement, la théorie de Franck Ferrand, c'est que tout est économique, et que maintenant qu'on a créé un lieu historique sur le site officiel de la bataille d'Alésia, avec un musée, avec des choses qui rapportent de l'argent, on protégerait les intérêts économiques de ce site. Et donc du département, de la région, etc. Ce qui est intéressant, c'est que, comme le dit Tristanicus, oui, ça lui permet aussi de se placer au même niveau. C'est-à-dire que pour les gens qui ne suivent pas forcément trop l'actualité, qui ne sont pas observateurs très précis de ce que fait Franck Ferrand tous les jours, et il y en a beaucoup, ça met Franck Ferrand au même niveau. Alors qu'il n'est évidemment pas au même niveau académique et pas au même niveau de recherche que des historiens qui ont travaillé toute leur vie sur Alésia ou sur la guerre de Troie, par exemple. Donc voilà, et alors, ce qui est intéressant, donc, comme je vous le disais, c'est qu'il y a 2 ans, ce papier n'avait subi aucune espèce de réponse, controverse ou quoi. Pourtant, il avait bien fonctionné, hein. Il avait beaucoup tourné. Et là, aujourd'hui, Libé fait grosso modo le même papier, et c'est l'explosion dans tous les sens. Alors, ce qui est très amusant, c'est que Didier Corvette, un super podcast, eh ben, très bien. Allez l'écouter. Et en effet, je l'ai peut-être pas assez dit, mais la théorie d'Alésia dans le Jura ne tient pas 2 secondes face au travail et à l'analyse des historiens. Ce qui est intéressant, c'est que l'extrême droite n'a pas du tout aimé que Libé sous-entende que Franck Ferrand était d'extrême droite. Mais alors, pas du tout. Et ce qui est très pratique avec l'extrême droite, c'est que quand elle veut vous convaincre que quelqu'un n'est pas d'extrême droite, bah, elle fait tout pour vous convaincre qu'il est d'extrême droite. Et notamment, faire des heures d'antenne sur, évidemment, CNews. Alors moi, par hasard, pour tout vous dire, j'étais devant CNews samedi matin. Et c'était assez... Oui, j'ai des week-ends vraiment incroyables. Et c'était assez hallucinant. La façon dont la chaîne était en boucle sur le papier de Libé. C'est-à-dire que vous avez tout un plateau, dont, intéressant, un député LREM, dont on sentait bien qu'il était très gêné d'être là, un député Renaissance, dont on sentait bien qu'il était très gêné d'être là, mais on avait envie de lui dire, bah, peut-être qu'il fallait pas venir. Et donc en fait, ça a été pendant 20 minutes expliquer, non, mais pourquoi Franck Ferrand n'est pas d'extrême droite? Parce qu'en fait, sur CNews, on n'est pas d'extrême droite, chez Valeurs Actuelles, on n'est pas d'extrême droite. Et alors, je vous ai juste mis un extrait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'extrait que CNews a choisi de mettre en avant sur son compte Twitter. Donc là, c'est Jules Torres qui parle, qui est journaliste à Valeurs Actuelles et à CNews. Je me mute et je vous mets l'extrait tout de suite. Cet article est un modèle du genre. En effet, Mathieu Bock-Côté l'a dit, on met tous les mots, tous les poncifs. Fasciste, on met Zemmour, extrême droite, complotiste. Mais quand on lit bien entre les lignes de cet article, on lui reproche quoi en fait à Franck Ferrand? On lui reproche en fait d'être populaire. Le journaliste fait parler des historiens. En fait, les historiens sont jaloux. Franck Ferrand n'est pas historien, il est vulgarisateur d'histoire. Sur le Tour de France, il est là pour parler des clochers, des cathédrales. Pas un... Comment dire, il doit commenter le tracé en plus qui est défini par l'organisation du Tour de France. Donc c'est pas lui qui décide de parler de telle ou telle cathédrale. C'est-à-dire qu'il y a un tracé et il commente voilà
comment dire, ce qu'il y a à côté des routes où passent les coureurs. Donc, dans le papier, on lui reproche quelques petits mots, mais il y a rien de concret. Voilà. Alors c'est court, mais en fait, ça dure plus d'une demi-heure. J'avais noté, alors attendez, parce que je l'ai tweeté, pardon, je fais un peu l'inception là, mais parce que j'avais noté quelques éléments de langage. Alors, voilà. Parce qu'ils ont quand même parlé de procès salinien, des bobos gauchos, de chasse aux sorcières, etc. Et ce qui était vraiment fascinant, c'est cette façon, mais je pense que c'est très fort, c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement compris comment faire, comment fonctionne cette guerre culturelle. Ce qui est très fort, c'est que c'est partout. C'est-à-dire que j'ai pas écouté Europe 1, mais je suis à peu près certain que ça a été évoqué dans Europe 1. Je pense que ça a été évoqué toute la journée sur CNews, tout le week-end même. Et en fait, c'est un matraquage permanent. Et alors, il y a une personne, notamment, qui a été au cœur de ce matraquage, c'est Sonia De Villers, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais Sonia De Villers, elle va reprendre l'interview du matin sur France Inter. Et Sonia De Villers, elle a fait un tweet à la suite du portrait de Libé. Elle a retweeté le papier de Libé en mettant juste 3 mots. Il était temps. Et ça a été, contre Sonia De Villers, un déchaînement. Mais un déchaînement. Vous avez Martial Bill, vous avez Philippe Murer, donc tout ça, Martial Bill, Philippe Murer, c'est que des compagnons de l'extrême droite depuis très longtemps. Martial Bill, c'est le fondateur de TV Liberté, Web TV d'extrême droite. Sur CNews, Sonia De Villers a été citée, a été nommée, etc. Et je pense que on mesure mal à quel point ils ont parfaitement compris l'écosystème dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire que Franck Ferrand est chroniqueur sur CNews, chroniqueur dans Valeurs Actuelles. Sur CNews, vous avez des journalistes de Valeurs Actuelles et de CNews qui viennent défendre Franck Ferrand contre Libé, qui est peut-être l'emblème absolu du journalisme de gauche pour ces gens-là, et qui s'en prennent à Sonia De Villers, qui gérera l'interview politique à la rentrée sur France Inter, qui est peut-être la radio qui pour eux représente le plus la gauche, bobo, parisienne, tout ce que vous voulez. Et ce qui est fou, c'est que, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que comme sur CNews, vous n'avez pas de contradiction, alors moi j'ai espéré pendant toute la matinée que le député LREM intervienne, et en fait le seul moment où il est intervenu, on sentait qu'il était pas hyper à l'aise. Mais le seul moment où il est intervenu, c'est à la fin de la discussion où on lui a dit, donc c'est Alexis Isard, on lui a dit alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça, quand même, Libé, donneur de leçons, machin. Et plutôt que de dire, attendez, Libé a le droit de critiquer Franck Ferrand, Libé a le droit de faire un portrait de Franck Ferrand, on a le droit de penser ce qu'on veut de Franck Ferrand, non, la première réponse d'Alexis Isard, député Renaissance, ça a été de dire, moi j'aime pas trop qu'on traite les gens d'extrême droite parce que ça empêche le débat. Et on a envie de lui dire, évidemment, vous êtes sur CNews, donc fatalement, une fois que vous êtes sur le plateau, ça devient plus compliqué de traiter les gens d'extrême droite. Et donc, ce qui est encore plus amusant dans tout ça, c'est que, du coup, on a l'impression que ça a donné des idées à d'autres. Et Mediapart a fait un portrait de Mathieu Bock-Côté. Alors Mathieu Bock-Côté, si vous ne le connaissez pas, encore une fois, polémiste québécois. Alors, je dis québécois et pas canadien, parce qu'il se revendique québécois et pas canadien, qui officie depuis longtemps sur Europe 1, CNews, il est interviewé tous les 2 jours dans le Figmag, dans Valeurs Actuelles. Ah oui, Thomas, j'ai prévenu, ça va être bingo ce matin. C'est annoncé. Donc évidemment, il est contre l'immigration, contre les LGBT, contre... bref, tout ce que vous voulez. Et ce qui est donc intéressant, c'est que, encore une fois, ce portrait de Mathieu Bock-Côté, on l'a déjà fait. On l'a fait il y a... Je vais vous dire la date. On l'a fait il y a 2 ans. Encore une fois. Et alors, c'est pas pour dire que on voit tout avant tout le monde. C'est pour dire que, quand même,
Je pense qu'il y a un retard à l'allumage chez beaucoup de médias qui ont raté le virage. Je sais pas si c'est le virage Bolloré. Je pense qu'ils ont raté la synergie qui est en train de qui se met en place et qui est déjà bien installée entre tous les médias d'extrême droite, dont la plupart sont possédés par Bolloré, Europe 1 et CNews évidemment, et puis Valeurs Actuelles. Bonjour Paul, je ne comprends pas l'enjeu de cette polémique, ils ont gagné, l'extrême droite est dédiabolisée, on a inventé l'ultra-droite pour encore plus les légitimer, en quoi ça les gêne encore? Mais je pense pas que ça les gêne, non mais tout ça, pour moi, tout ça c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire que sur CNews, ils ne sont pas sincèrement choqués de voir Libé faire un portrait de Franck Ferrand, où Franck Ferrand est comment dire, est qualifié de vulgarisateur d'extrême droite, même s'il n'est pas qualifié dans le papier comme ça, mais en tout cas, bon, c'est ce qui ressort du papier. Je pense qu'ils s'en moquent totalement, c'est du théâtre, exactement. L'extrême droite n'aime pas qu'on les désigne d'extrême droite. Je pense même pas. Je pense qu'ils s'en moquent qu'on les désigne d'extrême droite. Pour eux, ça sert juste à mettre en scène leur combat culturel, qui est pour leurs spectateurs, pour leurs auditeurs et leurs lecteurs, un combat qui se résume en une chose simple: les Parisiens, les journalistes parisiens de gauche n'aiment pas ce que vous regardez, n'aiment pas ce que vous écoutez, n'aiment pas ce que vous lisez, et donc ne vous aiment pas vous. Or, nous, sur CNews, sur Europe 1, chez Valeurs Actuelles, on vous aime, puisque regardez, on adore Franck Ferrand, et qu'est-ce qu'il aime, Franck Ferrand? Il aime les églises et les beaux paysages. Donc comment peut-on ne pas aimer les églises et les beaux paysages? Voilà, ça sert juste à ça. Ça sert à renforcer son lectorat, son audimat, dans la conviction que c'est dans ces médias-là qu'on va trouver des gens qui sont d'accord avec nous. C'est aussi bête que ça. C'est un peu du Trump. C'est complètement du Trump. C'est-à-dire que, franchement, c'est exactement ça. Mais de même que quand des journalistes d'extrême droite vous disent en permanence ah oui, bah de toute façon, c'est sûr, c'est pas dans les médias de gauche qu'on entendrait des gens comme Mathieu Bock-Côté, comme Franck Ferrand, parce que vous aimez pas la contradiction. Mais en fait, il n'y a pas plus hypocrite que cet argument-là, puisque je veux dire, c'est évidemment pas sur CNews, c'est évidemment pas sur Europe 1, à part quand ils sont obligés par l'Arcom, parce qu'il y a des quotas niveau politique, que vous trouverez des chroniqueurs d'extrême gauche, par exemple. Non, ça n'existe pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, désolé, je me répète, hein, mais encore une fois, le portrait de Mathieu Bock-Côté, nous, on l'a fait il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on avait déjà vu ce truc où on s'était dit c'est bizarre, Mathieu Bock-Côté, il commence à être un peu partout. C'est plus juste le mec qu'on regarde un peu de loin, parce qu'il a son accent québécois, qui est sympa, enfin, qui est pas sympa, mais bon, voilà, qui est un peu le mec un peu réac, un peu facile, le chroniqueur réac. Non, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est pleinement dans la stratégie d'extrême droitisation des médias Bolloré. Bon. Et pourquoi je vous dis que tout ça, c'est hypocrite? Parce que quand ces gens-là vous disent en permanence « Ah, mais chez nous, c'est la liberté de parole, tout le monde peut venir s'exprimer », en même temps, est-ce qu'un média de gauche va inviter un mec d'extrême droite pour avoir une diversité d'opinions? Non, mais par ailleurs, je ne mets pas sur le même plan un polémiste comme Mathieu Bock-Côté et, je sais pas moi, un chroniqueur d'extrême gauche en tête, là, comme ça, et un syndicaliste, par exemple. C'est pas la même parole, c'est pas du tout la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que, pour le coup, et ça, j'avoue que cette fois, c'est un regret. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. Je pense qu'on aurait dû le faire. Check News s'est intéressé au pluralisme chez CNews. Attention, Check News, CNews, pas confondre. Et donc, ils ont fait les comptes. Parce qu'ils se sont dit, bon, il y en a un peu marre de... Il y en a... Oui, bah, les carbonara vegan, typiquement, oui, c'était ça. Mais vous voyez, ça aussi, pareil. Donc, je reprends pour ceux qui n'ont pas suivi Shadok. À l'époque, je crois que c'était Barilla, avait fait une campagne de pub où il disait, en gros, si vous aimez pas la carbonara classique, donc, on le rappelle, pancetta, jaune d'œuf, parmesan, chacun mettra de la crème s'il veut,
vous pouvez aussi manger des carbonara vegan, par exemple. Et c'était une façon pour Barilla de dire aussi, si vous avez des interdits alimentaires parce que votre religion, parce que vous êtes végétarien, parce que machin, vous pouvez aussi manger autre chose, quoi. Manger des carbonara sans viande. Et ça, pour Bob Côté, c'était donc ce qu'il avait qualifié d'orwellisme alimentaire. C'était pour lui le summum du gauchisme, wokisme, tout ce que vous voulez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça aussi, c'est hypocrite. C'est-à-dire que Mathieu Bock-Côté, je pense, n'en a, pardon pour l'expression, rien à secouer des pâtes carbonara de Barilla. C'est juste, on met en scène un combat culturel. C'est dire aux gens qui vous regardent, regardez, même les lardons dans votre carbonara, ils vont vous les enlever. Parce que même ça leur pose problème aux gauchos. Alors, le fait que Paul ne trouve pas spontanément le nom d'un chroniqueur d'extrême gauche en dit assez long sur le pluralisme dans les médias. Ouais, c'est vrai. Après, il y en a eu, hein, j'exagère parce que, typiquement pendant la réforme des retraites, la réforme des retraites, on a eu beaucoup Elsa Marcel, par exemple, qui est avocate, qui est militante à Révolution Permanente. Donc, on peut pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout, hein. C'est pas vrai, mais c'est quand même très rare. Faut pas se mentir. Le problème des décomptes Check News, c'est que ça masque le qualitatif, même quand CNews invite quelqu'un de gauche, c'est pour s'exprimer sur leurs obsessions. Cyril, oui, alors c'est un peu vrai, mais alors déjà, je vais reprendre le papier, puis je retiens la remarque. Fais-moi penser si j'y reviens pas. Donc Check News s'est dit, ok, vous savez quoi, puisque CNews se veut une chaîne pluraliste, entre guillemets, on va compter. Alors pourquoi ils ont compté? C'est suite à la polémique Pap Ndiaye, donc le ministre de l'Éducation, qui avait qualifié CNews de chaîne d'extrême droite. Évidemment, encore une fois, tollé, vent debout sur toutes les chaînes de Bolloré, Europe 1, CNews, C8, bref. Et là, encore une fois, on voit la puissance de cet empire médiatique. C'est-à-dire que en une demi-journée, le sujet n'était plus est-ce que CNews est extrême droite, le sujet c'était est-ce que Pap Ndiaye doit démissionner. Parce que vous avez une chaîne de télé, une radio, des journaux qui sont tous au service d'un même élément de langage, en l'occurrence, qui était Pap Ndiaye doit démissionner. Et imaginons quand le JDD passera entre les mains de Bolloré, ce qui est déjà un peu le cas. Tous les dimanches, vous aurez un journal d'extrême droite établi, pas comme Valeurs Actuelles, c'est-à-dire que Valeurs Actuelles n'a jamais eu bonne réputation. Le JDD a bonne réputation. Donc pas forcément chez les journalistes, hein, c'est pas le sujet, mais en tout cas auprès du grand public, le JDD c'est un journal sérieux, établi, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Donc, ah oui, t'es en mode défaitiste. Ah, parce que j'ai dit quand le JDD passera. Ouais, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Sauf miracle, le JDD va passer sous. Enfin, de toute façon, ça c'est sûr, c'est fait, puisque Bolloré va racheter Lagardère, donc ça, c'est économiquement en tout cas, c'est fait, juridiquement c'est fait. Pour ce qui est de la ligne éditoriale, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Hein. Malheureusement, jamais aucun média n'a réussi à résister à l'emprise de Bolloré. Et malgré malgré la vaillance, malgré le courage, tout ce que vous voulez, des journalistes du JDD qui se battent depuis des semaines, qui sont encore en grève, qui ont renouvelé la grève, et qui commencent à fatiguer parce que c'est long, parce que en plus les vacances d'été arrivent, donc la mobilisation fatalement va baisser. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les politiques sont très discrets sur le sort du JDD. Il y a eu beaucoup de remous au tout début, et depuis c'est silence radio partout. Quand vous voyez que personne n'est capable de défendre un ministre, quoi qu'on pense de Pap Ndiaye, quoi qu'on pense de sa politique, en l'occurrence pas du bien, mais quand personne n'est capable de monter au créneau, au gouvernement ou dans la majorité, pour défendre Pap Ndiaye, qui a simplement rappelé que CNews avait une ligne éditoriale d'extrême droite, comment vous voulez sauver le JDD, entre guillemets? Ça me paraît perdu d'avance, quoi.
Donc, donc voilà. Je reprends ce papier de Check News. Et donc, ils ont fait les comptes. Alors, ce qui est intéressant, bon, je vais vous lire les comptes. Alors, pareil, c'est du payant, donc je vais me le mettre dans un autre onglet que je vais vous lire. Hop, voilà. On va faire comme ça. Donc, Libé écrit, le pluralisme, marque de fabrique de CNews, point d'interrogation. Pour le vérifier, nous avons passé en revue pour la semaine précédant cette déclaration, donc du 3 au 9 juillet, donc la déclaration de Gauthier Lebray, journaliste politique de CNews, qui avait dit « CNews a le goût du pluralisme et respecte toutes les règles liées au temps de parole », donc temps de parole fixé par l'ARCOM. Et donc CNews écrit « Le pluralisme, marque de fabrique de CNews. Pour le vérifier, nous avons passé en revue pour la semaine précédant cette déclaration du 3 au 9 juillet tous les intervenants participant au débat en direct, que ce soit en plateau ou en visio. Journalistes CNews, plumitifs extérieurs, élus, essayistes, experts, politologues, responsables syndicaux, essentiellement de police. Nous avons ainsi décompté tous les passages dans les différentes émissions de la grille, certaines personnes intervenant plusieurs fois par jour à des créneaux différents. Et les résultats pour chaque catégorie, politique, journaliste, expert, collent mal avec l'image d'ouverture que les animateurs de la chaîne tentent de mettre en avant depuis quelques jours. Côté politique, il y a eu 48 interventions d'élus en direct sur toute la semaine. Parmi eux, 56,3% sont membres de partis de droite et 16,7% de formations d'extrême droite, soit 73% pour la droite et l'extrême droite. La majorité a représenté 18,8% des interventions, tandis que la gauche 6,3% seulement, un maire PS et un adjoint au PCF. Quant à LFI et EELV, ils ont été totalement absents des plateaux. Attention, ces chiffres sur le nombre de passages en direct ne signifient pas que CNews ne respecte pas les règles relatives au pluralisme politique tel qu'édicté par l'ARCOM, donc l'ARCOM ex-CSA. Ils ne mettent pas la majorité dans la droite. Alors non, parce que la majorité a un temps de parole défini, selon l'ARCOM. Quelle que soit la majorité parlementaire, je sais pas moi, à l'époque de François Hollande par exemple, le temps de parole de gouvernement de l'exécutif et de la majorité n'était... quoique, attendez, peut-être que je dis une bêtise... Non, je confonds avec l'exécutif, pardon. Excusez-moi, je confonds avec l'exécutif. Du coup, la majorité, ben, alors je crois pas, hein, je crois que l'ARCOM la classe centre. Il me semble, pas dire de bêtises. Mais de toute façon, la majorité doit avoir un temps de parole à part. C'est-à-dire que si c'est le PS, bon bah c'est le PS, c'est facile. Si c'est Renaissance, ils ont un temps de parole. Renaissance, je suis même pas sûr qu'ils aient besoin de qualifier. L'ARCOM, c'est une régression du CSA. L'ARCOM est beaucoup plus passive avec les chaînes TV. Je crois pas. Hein. Je crois que déjà, le CSA, on a toujours dit que c'était pas très efficace. En effet, donc, selon les règles de l'ARCOM, cette dernière se base sur la durée du temps de parole rediffusion comprise avec comme principe de réserver un tiers du temps d'antenne à l'exécutif et le reste au prorata de leur représentativité électorale aux partis politiques. Ce temps de parole, par ailleurs, est décompté sur un trimestre et non pas sur une semaine comme nous l'avons fait. Donc vous pouvez avoir très bien une semaine full extrême droite et ensuite 3 semaines full extrême gauche. On n'y croit pas trop, mais enfin bon. CNews affirme ainsi respecter cette législation sur les 3 derniers mois étudiés, sauf que la chaîne du groupe Bolloré a trouvé une façon bien particulière de rentrer dans les clous de l'ARCOM. Étrangement, 3 ministres, Olivier Dussopt, Olivier Véran et Olivier Grégoire, les 3 Olivier, apparaissent successivement les 8 et 9 juillet entre 6h et 6h45 du matin lors de rediffusions d'interviews réalisées antérieurement par Laurence Ferrari. Chaque semaine, cette plage horaire très matinale est en fait utilisée pour la rediffusion de séquences avec des politiques, souvent de l'exécutif. Une méthode discutable mais légale, les contenus filmés pouvant ainsi être rediffusés jusqu'à 1 an après le premier passage en direct pour rester comptabilisés dans le temps de parole. Donc là, on se rend compte quand même du problème des règles de l'ARCOM. C'est-à-dire que si vous faites une interview le 3 janvier, cette interview peut être rediffusée jusqu'au 3 janvier de l'année d'après pour être comptabilisée comme du temps de parole. Et peu importe
l'actualité de ce que vous dites. C'est-à-dire que ça n'aura plus aucun sens. Mais voilà, des déclarations réchauffées de 1 an, exactement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'en était rendu compte, encore une fois, décidément. Attendez, je vous retrouve le papier parce que j'avais pas pensé à le retrouver. Attendez, je cherche ça, pardon. Ah, je sais plus qui c'était. On s'était rendu compte, pareil, que des interviews étaient rediffusées toute la nuit. Attendez, j'essaie de retrouver ça. Donnez-moi 3 secondes. Ah voilà, c'était LCI. C'est bon, je l'ai retrouvé. C'était en 2020, donc il y a plus de 3 ans même. À l'époque, c'était Yannick Jadot. Et donc, ouais, c'était Jadot, exactement, Visconde, merci. Et donc, on s'était rendu compte que LCI rediffusait en boucle, mais alors c'était vraiment en boucle, des interviews de Yannick Jadot entre 1h et 4h du matin, ce qui permettait de remplir le temps de parole pour EELV. Et donc, c'était très drôle parce que, pour vous donner une idée quand même, le 22 novembre, Adrien Gindre, donc qui est journaliste politique à LCI, accueille Yannick Jadot pas moins de 11 fois entre 1h55 et 3h57. Les 23 et 24 novembre, le leader écolo est toujours là, rediffusé respectivement 7 et 4 fois. L'interview est passée 31 fois en 4 nuits. Voilà. Pour vous donner une idée de quelqu'un qui s'endort à 2h du matin devant LCI, devant l'interview de Jadot, qui se réveille à 4h23, qui se réveille à 3h18 et l'impression d'être dans une boucle infinie. Un jour sans fin. Donc, et ça marche. C'est-à-dire que, alors à l'époque, l'Arcom avait dit, c'est gentil, mais un peu d'honnêteté quand même dans le traitement du temps de parole, mais qui ne veut évidemment rien dire, puisqu'en fait, les chaînes en profitent, puisque c'est légal, officiellement. Donc, comme le dit Libé, ce critère du temps de parole pour évaluer le pluralisme politique présente donc de sérieuses limites. L'Arcom ne s'intéresse qu'aux politiques, alors que le principal moteur de cette chaîne, CNews, réside en d'innombrables débats, eux aussi éminemment politiques. Plus qu'une chaîne d'information, CNews est un tunnel de plateau où journalistes, éditorialistes, maison ou extérieurs et toutologues délivrent des avis particulièrement tranchés et où la diversité est loin d'être au rendez-vous. La grille de la chaîne s'articule avant tout autour des journalistes de CNews, Pascal Praud, Christine Kelly, Gauthier Lebray, Sonia Mabrouk, Mathieu Bock-Côté ou Florian Tardif. Piliers du média, ces personnalités stars ne font pas que passer les plats, elles prennent régulièrement position sur les sujets débattus en plateau au travers d'éditos ou d'interventions très orientées. À leur côté, interviennent toute la journée des journalistes extérieurs à la rédaction qui, dans leur immense majorité, épousent la ligne éditoriale de la chaîne. Nous avons comptabilisé 72 interventions de journalistes extérieurs durant la semaine de référence, dont 59 de rédaction de droite ou d'extrême droite, soit 82% de l'ensemble des interventions, dont 51% de rédaction de droite et 31% de titres d'extrême droite. Donc le chiffre à retenir, c'est que 82% des journalistes extérieurs à la chaîne viennent de médias de droite ou d'extrême droite. En tête, Le Figaro, 11 passages, pour Alexandre Devecchio, Eugénie Bastier ou Paul Sugy, suivi de Valeurs Actuelles, 10 interventions dont 6 pour la seule Charlotte Dornelas, qui est depuis partie. Non, pardon, pas sur CNews, enfin si, elle est partie de Valeurs Actuelles, encore sur CNews. Causeur, 9 passages dont 4 pour Céline Pina, Atlantico, 5 passages, ou encore Boulevard Voltaire, 5 passages. On note au passage que des médias comme Causeur, Boulevard Voltaire, et Atlantico dans une moindre mesure, mais en tout cas Boulevard Voltaire et Causeur, n'ont plus accès à aucun plateau à part ceux de CNews. Il y a encore quelques années, LCI a invité Gabriel Cluzel, qui bosse à Boulevard Voltaire. C'est terminé. Ils auraient dû le faire bien avant, mais en tout cas c'est terminé. Donc pour ces médias-là, c'est en plus un énorme tremplin promotionnel. A noter au passage la réaction le 13 juillet, toujours sur CNews, de Céline Pina sur la remarque du ministre de l'Éducation. S'il y a bien un authentique raciste à côté et dans ce gouvernement, c'est bien Pape Ndiaye. Macron voudrait virer quelqu'un d'extrême droite de son gouvernement, il suffirait qu'il vire Pape Ndiaye. Voilà. Donc ça, c'est pas considéré comme une parole politique.
Face à ces journalistes très marqués à droite, certains intervenants font bien partie de rédactions plus neutres ou centristes, Gérard Leclerc pour Oui Demain, Joseph Touvenel pour Capital Social, Frédéric Durand pour L'Inspiration politique, mais ils restent très minoritaires, 18%. Aucune rédaction considérée à gauche, surtout, n'est représentée à l'antenne sur la semaine étudiée. Ni élus, ni journalistes, difficile de qualifier politiquement les autres chroniqueurs invités sur la chaîne. Omniprésents sur CNews, ils sont présentés en plateau comme experts, essayistes, politologues, philosophes ou encore historiens. Des personnes qui interviennent très régulièrement et ne représentent pas vraiment l'extrême droite, assurait Gauthier Lebray à la fin de son édito de réponse à Papendiaï, avant d'égrener quelques noms comme Karim Zeribi, soutien de Macron en 2017, Nathan Dever, philosophe et invité cumulant le plus grand nombre de passages, Philippe Guibert, consultant, ou Julien Drey, ex-PS qui a quitté le PS depuis la création de la NUPES. Des figures plutôt centristes, voire inclassables, mais surtout minoritaires parmi cette catégorie d'intervenants. Car en face, la grande majorité des toutologues exprimant une opinion politique est plutôt en phase avec la ligne de la chaîne, voire la définit, comme Jean Messia, ex-proche de Marine Le Pen, ex-proche de Marine Le Pen et porte-parole d'Éric Zemmour en 2022, initiateur de la cagnotte en faveur du policier qui a tué le jeune Naël le 27 juin. Il a participé à pas moins de 5 émissions différentes dans la semaine. L'avocat Gilles William Golnadel, néoconservateur, qui estimait la semaine dernière que Rosa Parks était proche du terrorisme des Black Panthers, a eu droit lui à 4 passages en 7 jours, à égalité avec Guillaume Bigot, président de France Souveraine et membre du Front Populaire du très réactionnaire Michel Onfray. Réagissant à la une de Libé, que fait la police? Il tweetait le 3 juillet, que faire de Libé? Que faire d'une petite bande de bourges aux ordres du capital qui méprise le populo, l'immigré et la France? La police étant dangereuse, Libé devrait assurer seule sa sécurité. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Autre habitué récurrent des plateaux de CNews avec 3 passages dans la semaine, l'enseignant Kevin Bossuet. Autoproclamé expert des banlieues puisqu'il y travaille, le professeur d'histoire assurait le 5 juillet que le président algérien est davantage écouté que le président français en banlieue et que l'appel des imams a été beaucoup plus entendu que l'appel des élus locaux. 3 passages aussi en 7 jours pour le politologue William Tay qui comparait le 3 juillet les auteurs de dégradation aux terroristes de novembre 2015 qui ont fait 130 morts en France, ouvrez les guillemets. Les émeutiers considèrent qu'il faut abattre notre système de valeurs, c'est un peu le même système que nous avons rencontré lors des attentats du 13 novembre 2015. Ils veulent combattre tout ce que représente l'autorité de l'État. Avec 3 passages également, Caroline Pilastre est une familière des micros de CNews. Consultante en handicap visuel, elle estimait le 3 juillet qu'il fallait, comme aux États-Unis, mettre des uniformes orange aux émeutiers mineurs pour qu'ils aient bien honte. Présent à 2 reprises, l'essayiste Driss Ghali était lui l'invité de Pascal Praud le 4 juillet. Extrait de son livre lu à l'antenne. Ouvrez les guillemets. Si les Français étaient restés fidèles à Jésus, ils n'auraient jamais accepté l'installation de 10 millions de musulmans chez eux ni de voiles dans la rue. Et l'homme de regretter que l'on parle trop d'écologie et non plus de la France. Ouvrez les guillemets. Les gens ont pris la religion de SOS Racisme et de Greta Thunberg. Sur les violences urbaines, 2 points, ouvrez les guillemets, on ne va pas déverser des milliards d'euros, ça ne sert à rien, il faut d'abord remettre l'ordre, on est dans un moment presque colonial. Rendez-vous compte que ça, c'est prononcé sur des plateaux de chaînes de télé. A noter enfin que cette semaine du 3 au 9 juillet, qui suit celle des violences urbaines, a aussi été l'occasion pour CNews d'inviter à 23 reprises des syndicalistes policiers contre un seul représentant associatif des quartiers, un pluralisme qui là aussi passe sous les radars de l'ARCOM. Voilà, et donc je reviens à la remarque de tout à l'heure. Pour le coup, qui disait oui, Check News, ils prennent pas en compte, ils font du quantitatif, mais ils ne prennent pas en compte le qualitatif. Je trouve que pour le coup, si quand même. On a bien la démonstration que même quand des invités sont censés être de gauche, avec beaucoup de guillemets, ça ne marche pas en tant que pluralisme, évidemment. Les phrases fortes, ça marche, mon père regarde CNews. Ben, c'est évidemment le but, oui. On est dans la pure économie de l'attention, c'est-à-dire que pour faire marcher une chaîne d'infos, il faut que ça aille toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Et voilà. Manuel Valls, quand il était invité, tenait des propos d'extrême droite, par exemple. Oui. Mais Manuel Valls est toujours comptabilisé à gauche, je pense. Faudrait voir.
Est-ce qu'il est comptabilisé pour la majorité? Je suis pas sûr. Non, ça c'est Fort Boyard. Oui, c'est vrai, en le disant, je me suis dit, mais ça vient d'où ça, c'est Fort Boyard? C'est un peu la technique publicitaire. Bah exactement, oui, c'est ça. C'est que quand vous avez une chaîne d'infos qui est en permanence H24, ça c'est H24, donc sauf les rediffusions la nuit, des rares interviews de gens de gauche, et ben ça imprime forcément. Et n'oubliez pas que vous avez CNews, vous avez Europe 1, vous avez Valeurs Actuelles, donc vous avez tous les supports. Alors Europe 1 c'est moins prégnant, parce que comme il y a beaucoup de programmes qui sont pas du journalisme, programmes musicaux, culturels, etc., c'est moins évident, mais dans les interviews du matin, c'est évident. Je veux dire, les audiences de CNews, c'est plutôt confidentiel, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils arrivent à créer des polémiques. C'est-à-dire qu'ils ont un... C'est une machine à polémique. Ils sont vraiment très forts là-dessus. Très très forts. Ils sont très forts pour dicter le débat public. Parce qu'il y a des gens aussi qui y répondent. Je veux dire, si instantanément vous aviez 200 députés à l'REM, enfin Renaissance, on va te dire à l'REM, si vous aviez 200 députés Renaissance qui, d'un seul homme ou d'une seule femme, s'étaient levés pour dire attendez, Pap Ndiaye a raison, c'est quand même, je veux dire, il enfonce une porte ouverte, Pap Ndiaye en plus. C'est pas comme s'il prenait une position révolutionnaire debout sur la colonne de la Bastille avec un drapeau français dans la main. Non, il dit juste, bah en fait, la chaîne d'extrême droite, elle est d'extrême droite. Bon, très bien. Ça mange pas de pain de le dire. Si des 200 députés s'étaient levés d'un coup en disant bah oui, il a raison, mais attendez, on va le dire partout dans toutes les interviews parce qu'on soutient notre ministre, la polémique était plus la même. Hein. Sauf que comme personne ne le fait parce que tout le monde est comme ça, en fait la vérité c'est ça, c'est que tout le monde est comme ça parce que tout le monde a peur de Vincent Bolloré. Donc c'est assez terrifiant à observer et je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour le JDD. Pourquoi aujourd'hui vous avez quasiment aucune parole politique forte pour soutenir le JDD? Parce que tout le monde est comme ça face à Vincent Bolloré. Et que si vous n'allez plus sur ces news, pour certains, en tout cas certains le pensent, je pense que certains le pensent sincèrement, si vous n'allez plus sur ces news, eh ben vous perdez une partie de l'électorat parce que vous lui parlez plus. Bon, moi j'y crois pas une seconde. Et par ailleurs, il n'est pas non plus démontré que si demain 200 députés Renaissance disaient tous d'une seule voix oui, CNews est extrême droite, pas du tout démontré qu'ils seraient plus du tout invités sur CNews. Donc voilà. Le problème, c'est que de la peur, il n'y a pas un peu d'adhésion. Je sais pas, je sonde pas les... Enfin, si je le fais, mais... Peut-être que chez certains, il y a un peu d'adhésion. Je crois pas qu'il y ait une classe politique entière qui adhère aux idées de Vincent Bolloré. Parce que faut noter que là, on parle beaucoup de Renaissance, mais à gauche, il n'y a pas eu non plus de voix très forte pour soutenir le GD. LFI fait une proposition de loi, mais depuis, on les entend plus beaucoup. C'est... Et regardez, par exemple, Rima Abdul-Malak, qui est ministre de la Culture, et qui, dans son ministère de tutelle, a les journalistes, dans son ministère tout court, je pourrais dire de tutelle, a les journalistes, Rima Abdul-Malak n'a rien fait. Elle a fait un tweet le jour de l'annonce de la grève, le jour 1, et c'est tout. Et j'en ai parlé aux grévistes quand je suis allé sur leur piquet de grève mercredi. Ils ont été reçus au ministère de la Culture, et ils m'ont tous dit que il n'était absolument rien ressorti de la réunion. Ils m'ont dit la seule chose qu'on a retenue, c'est que l'eau pétillante était bien fraîche. Donc c'est pour vous dire à quel point personne ne lève le petit doigt, quoi. Et il faut voir la tête du tweet. Oui. Bah, je vais vous le mettre. Je croyais que les chaînes CNews et compagnie faisaient zéro audience par rapport à leur poids dans le débat. Oui, c'est des audiences très faibles. Et c'est non seulement c'est des audiences très faibles, mais c'est en plus des chaînes qui perdent de l'argent. Donc économiquement, ça n'a en plus aucun sens. Pour Vincent Bolloré, mais on sait déjà que c'est pas l'argent le moteur de son action. Attendez, je vous retrouve le tweet de Rima Abdul-Malak, voilà, qui est là. Hop, voilà. Donc ça, c'est à ce jour la seule réaction officielle de la ministre de la Culture. Voilà.
Vandal, franchement, faut arrêter de défendre le JDD chez Asie et cracher sur la gauche H24. Et je vais redire ce que j'ai déjà dit ici. Et on peut ne pas être d'accord. Hein. Et c'est pas la position d'arrêt sur image, c'est la mienne. Je sais que Daniel la partage, notamment, mais c'est... On voit pas le tweet. Ah oui, mince, pardon. Bah comment ça, on voit pas le tweet? Ah bah oui, je me suis trompé de fenêtre, tout simplement. Hop, voilà. C'est la mienne, c'est celle de Daniel, mais qui n'engage ni arrêt sur image, ni personne d'autre. Je me permettrai pas de parler au nom de mes collègues. Moi, je préfère 1000 fois un journal de droite, comme a pu l'être le JDD, qui l'assume, qui n'a pas de complexe à l'assumer, même si parfois on a l'impression que c'est déguisé, même si parfois on a l'impression qu'il y a tromperie sur la ligne éditoriale, etc. Et on l'a suffisamment traité chez Arrêt sur Image, on a suffisamment taclé le JDD, on a suffisamment critiqué leur ligne éditoriale pour pouvoir le dire très tranquillement, qu'un journal, un hebdomadaire aussi puissant dans les mains de Vincent Bolloré. Voilà. C'est peut-être un peu simpliste, mais pour moi, c'est la seule ligne de démarcation, quoi. C'est-à-dire que à mon avis, si on se rend pas compte qu'il faut défendre le JDD, les prochains, on les défendra plus non plus. Si vous prenez iTélé, par exemple, qui était une chaîne d'infos en continu. Alors moi, j'étais pas sur Image à l'époque d'iTélé. À l'époque, on sentait bien qu'il y avait un malaise parce que plein de gens se disaient « Ah mais comment on défend iTélé ?» Parce que c'est pas une marque très forte, il n'y avait pas d'attachement émotionnel à iTélé, il n'y avait pas d'attachement culturel, c'était pas son journal préféré, sa chaîne préférée, non, il n'y avait pas tout ça. Et ben en fait, on n'a pas compris ce qui était en train de se jouer. Et aujourd'hui, on a CNews. Et certes, iTélé était imparfaite, comme peut l'être BFM, à beaucoup d'égards. Dieu sait que je critique beaucoup BFM. Mais si demain, Vincent Bolloré voulait racheter BFM, je serais le premier à dire « Attention, il ne faut pas laisser faire ça parce que ça va être catastrophique. » Donc voilà. C'est mon point de vue. Bonjour, vous ne pensez pas que ce rachat va couler le journal? Mais je pense surtout que Bolloré s'en moque totalement. C'est ce que je disais, les chaînes comme CNews, Canal, C8 perdent énormément d'argent. Donc il s'en moque complètement de perdre de l'argent. C'est absolument pas son sujet. Henri V, bonjour, salut Henri, bienvenue, première fois dans le chat. Julien, bonjour, elle est top cette matinale, merci, bah ça c'est gentil Julien. Bienvenue à toi. Vandal, vous défendez des bourgeois, merci pour la réponse. Mais oui, parce que en l'occurrence, je défends... Enfin, c'est pas que je défends pas des bourgeois, je défends juste un média qui, certes, avait une ligne éditoriale qui peut déplaire à Vandal, qui peut déplaire à Paul Lavigne, qui peut déplaire à Arrêt sur Image. Franchement, Dieu sait qu'on a traité le JDD. Moi-même, j'ai fait des articles sur le JDD où je disais, mais attendez, le JDD est juste la boîte aux lettres du pouvoir. C'était vraiment les angles de nos articles, quoi. Donc j'ai aucun souci avec ça. Mais, je dis, je préfère un journal bourgeois de droite à un journal d'extrême droite sauce Bolloré, parce que ça va être catastrophique. Notamment parce que je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Mais le JDD est très très lu dans les lieux de pouvoir, que ce soit les cabinets ministériels, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans les les comités de direction des grandes entreprises, etc. Et que ça va être catastrophique en termes de diffusion des idées de Bolloré. Je pense. Peut-être que je me trompe. J'espère me tromper. J'espère que ça fera pchit et que le JDD subira peut-être... Enfin, j'espère pas qu'ils subiront le même sort que François, mais en tout cas, si le JDD devient un journal 100% Bolloré avec Geoffroy Lejeune à sa tête, peut-être que ça subira le même sort que François. Mais j'y crois pas beaucoup. Le JDD n'a jamais assumé une ligne d'opinion, il se déclarait objectif. Non, mais ça, qui se déclare objectif, beaucoup de médias se déclarent objectifs. Mais si ils avaient une ligne éditoriale centre-droit, ils le savaient, je veux dire, le JDD s'est jamais caché de ne pas être mélenchoniste. Bon, c'était pas un mystère quand même. Donc voilà. Mais bon, bref, on va pas refaire le débat ici, on l'a déjà eu beaucoup la semaine dernière. Moi, c'est ma ligne, je m'y tiens, et j'entends parfaitement qu'on puisse ne pas être d'accord. Hein. J'ai pas de... Je trouve ça un débat intéressant. Personnellement, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on qu'on est en train de perdre le combat culturel contre Bolloré. Quand je dis on, c'est tout le monde. C'est que, en fait, c'est bête à dire, hein, mais eux, ils ont pas de querelle de paroisse, quoi.
C'est-à-dire qu'ils les mettent en scène, leur querelle de paroisse, Zemmour, Le Pen, tout ça, bon d'accord. Mais eux, quand il faut défoncer Papendiaï H24 parce qu'il a osé dire que CNews était d'extrême droite, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de... Non, tout le monde s'y met, et pendant 3 jours, c'est du matraquage permanent. Et pareil, quand Rima Abdul Malak a le malheur de dire, imaginez... Non, je sais que tu t'en réjouis pas, Vandal. Imaginez que Rima Abdul Malak a pris la même chose que Papendiaï juste pour ce tweet, pour avoir dit... Mon rituel du dimanche, c'était de me réveiller avec le JDD. Aujourd'hui, il ne paraît pas. Je comprends les inquiétudes de la rédaction. En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut tant qu'il respecte la loi, mais pour nos valeurs républicaines, comment ne pas s'alarmer? Voilà. Rien que pour ça, ça a été 3 jours de matraquage aussi. Donc voilà. Bon. C'était la page CNews extrême droite du jour. Ah non, j'ai pas fini avec CNews, pardon. Parce que je voulais finir sur une petite histoire marrante. Enfin, marrante, oui, c'est marrant. Ce qui est très... matraquage que le pouvoir en place n'a pas dénoncé. Non, bien sûr. Évidemment. C'est terrible. Tristan Nicus, le débat ne se pose pas dans les mêmes termes quand on parle personnellement ou au nom d'un collectif, média, parti politique, syndicat. Je fais partie d'un syndicat minoritaire, on défend souvent des orgas quand elles sont attaquées, alors qu'on sait qu'elles ne seraient pas aussi promptes à nous défendre, mais face à l'extrême droite, il ne faut pas tergiverser. Eh ben, voilà. T'as bien résumé. Encore une fois, mon point de vue, je ne parle pas au nom d'Arrêt sur Image, parce que je ne me le permettrai pas. Et typiquement, Dieu sait que chez Arrêt sur Image, si on devait demain couler, je suis pas sûr qu'on aurait beaucoup de gens pour nous soutenir. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Enfin, pour moi en tout cas. Donc, alors, sujet marrant. Alors, on va commencer par le pas marrant tout de suite. Vous vous souvenez qu'un sous-marin a coulé près du Titanic? Bon. OB, j'avais oublié la matinale. Oh là 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 là. Eh B. C'est pas beau à voir. Alors, salut OB. Vous vous souvenez qu'un sous-marin a coulé près du Titanic. Comme C8 avec Cyril Hanouna, la chercheuse du CNRS, j'ai oublié son nom, Claire Secaille. Ouais, elle a bien montré, absolument. Alors, ce qui est intéressant, alors c'est une vieille histoire, mais enfin c'est une vieille histoire. Ça m'a fait rire, et je me suis dit, oh, c'est drôle. C'est drôle, on va regarder ça. Donc, le sous-marin a coulé avec 4 personnes à bord. Donc ils sont tous morts, on le sait, hein, ça a été le feuilleton. Et, oh bah dis donc, on retrouve ces news, incroyable. Et donc le 26 juin, alors ça date un peu, mais parce qu'en fait, vous allez voir la suite. Le 26 juin, exclusivité mondiale de CNews, ils savent ce qu'il s'est passé dans le sous-marin. Ouais, non, on va pas se regarder 1h30 de CNews. Tout va bien, rassurez-vous. J'ai noté des timecodes pour vous épargner ça. Et donc CNews nous dit... Attendez, je vous mets l'extrait. Test de l'implosion lors de l'immersion du petit submersible Titan. Hop, voilà. Je vous mets le son un peu plus fort. Alors, il y a 2 extraits, je vous laisse écouter. Et je me mute. Ont été retrouvés, chacun le sait, la semaine dernière, à proximité de l'épave du Titanic, 4000 mètres de profondeur sous l'Atlantique Nord. Les 5 passagers, dont le français Paul-Henri Nargeolet, sont morts. L'hypothèse de l'implosion lors de l'immersion, elle se confirme, Michel, elle se confirme très fortement, notamment avec ce document inédit de la marine américaine que vous vous êtes procuré aujourd'hui. On comprend à travers cet enregistrement que les malheureux passagers, c'est terrible, hein, ont pu réaliser ce qui leur arrivait pendant plusieurs minutes avant le drame, avant de mourir, tout simplement. Vous allez voir, regardez bien. Ça a démarré, c'est les heures américaines, à 20h. À 20h, regardez, c'est 10 minutes en bas, à peu près à 40
38, 39 minutes, 21, 40 minutes, regardez. On commence à entendre des craquements, sans doute, dans l'eau. Qu'on comprenne bien, hein, ça se lit de C'est haut en bas et de gauche à droite comme un sens de lecture normal, hein, finalement. Exactement. Donc, il y a eu une agitation, déjà des bruits dans l'eau. Des bruits dans l'eau. Puis ça s'est accéléré et amplifié. Et un peu avant 21h, ça s'amplifie pour aller après à 21h02. Donc il s'est écoulé plus de 20 minutes. À ce moment-là, le grand bruit, où là, à ce moment-là, c'est la paroi en acier qui a cédé. On va rester sur ce graphique, c'est important de le laisser à l'antenne. Allez-y, Michel, pardon. Donc voilà, c'est si on comprend bien, l'enregistrement. donc, en fait, si on comprend bien et on garde vraiment ce spectre à l'image, si on comprend bien, ça veut dire que déjà, ces pauvres passagers sont pas morts d'un coup. Absolument. On peut comprendre ce qui leur arrivait, ce qui est terrible à imaginer. Ils ont peut-être Et largué surtout, les laisses, ils ont essayé, ils se sont non, mais ce que je pas me dis levés. surtout, c'est que depuis le dimanche, donc, depuis l'instant T du drame, les Américains savaient ce qui s'était passé. Les Américains Pourquoi savent. a-t-on cherché ces 5 pauvres passagers? Deux explications. La première, pour être bien sûr que c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire envoyer un ROV pour faire les photos. La deuxième, peut-être pour prévenir les familles, avant de rendre public. Et la troisième, c'était pour un problème diplomatique américain. La Navy ne voulait pas montrer aux Russes, qui les espionnent, ils s'espionnent mutuellement dans le coin, qu'ils avaient les outils nécessaires pour pouvoir écouter l'implosion voilà. C'est simplement ça. Donc, Voilà. Alors, exclu mondial, vous l'aurez noté, puisque donc CNews a eu accès à un document de la marine américaine. Je vous fais pas durer le suspense. Tout est bidon, évidemment. Donc, je vous résume l'affaire pour ceux qui ont regardé d'un œil distrait. Soi-disant, donc, Michel Chevalier, qui est journaliste scientifique depuis... je vais rester poli, depuis très longtemps, aurait mis la main sur un document de la marine américaine qui prouve que le sous-marin n'a pas implosé en une seconde, comme l'ont expliqué les scientifiques, mais que en fait ça a duré 20 minutes. Et donc ça permet de dérouler un récit sensationnaliste de vous rendez compte, ces pauvres passagers, pendant 20 minutes, ils ont vu la mort venir. C'est terrible. Ce qui serait effectivement assez horrible comme mort. Mais, donc, on nous présente ce document qui est censé donc représenter les bruits captés par des sonars américains sous l'eau, et donc qui dure environ 20 minutes de plus petits bruits jusqu'au fameux ce bruit terrible qu'on a entendu sur CNews pour le coup, qui marque l'implosion définitive, j'allais dire, du sous-marin. Et bien en fait, tout ça, c'est complètement bidon. Et donc, c'est le Canard enchaîné qui l'a sorti. Sous la plume de Christophe Nobili. Hop. Et qui raconte qu'en fait, ce graphique publié sur CNews, c'est celui d'un séisme dans le golfe du Mexique. Donc ce qu'on voit, les oscillations qu'on voit, alors moi je suis pas expert en graphique, mais les oscillations, je sais pas si ça s'appelle les oscillations, mais en tout cas voilà. Ce qu'on voit sur la ligne entre 20h30 en gros et 21h30, c'est un séisme. Voilà, dans le golfe du Mexique, donc en plus de l'autre côté, c'est-à-dire dans le Pacifique, de l'autre côté des États-Unis. Donc vraiment, normalement, impossible de confondre les deux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc là, vous voyez, je suis sur le site de CNews, hein, donc sur le replay. Sur le replay, ça n'a pas été supprimé. C'est-à-dire que c'est toujours en ligne. Alors bon, je sais pas si des gens vont encore voir le replay de Soir Info du 26 juin, à part des fans ultra de CNews et de Julien Pasquet. Julien Pasquet qui est un bébé pro. Hein. Et donc, c'est toujours disponible en ligne, mais ce qui est marrant, c'est que, à la base, Michel Chevalier, il avait posté la vidéo sur sa chaîne YouTube. Et sur sa chaîne YouTube, hop, on se revoit un petit peu Mathieu Bock-Côté, ça fait toujours plaisir. Et on voit aussi que les docs secrets de l'armée US sont visiblement sur une appli. Oui, en plus. C'est-à-dire que déjà, on se demande comment... Bon, bref, on va pas être méchant avec ces news, mais comment ils ont eu accès à des documents de l'armée américaine, on ne sait pas trop.
Et donc, à la base, sur sa chaîne YouTube, pardon, sur sa chaîne YouTube, la vidéo durait 6 minutes. Donc là, j'ai retrouvé en archive. Drame, les Américains. Et donc, sur la vidéo à l'origine sur la chaîne YouTube, on avait le fameux graphique. Bon. Évidemment, que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, entre-temps, sur YouTube, quelqu'un a commenté la vidéo de Michel Chevalier. Et ce quelqu'un... pourquoi je vois pas les commentaires, moi? Ah, voilà. Et ce quelqu'un n'est autre que Earthscope, qui est la source du fameux graphique. Earthscope Consortium. Et donc, qui dit sous la vidéo, l'affirmation selon laquelle l'implosion du Titan aurait été lente et basée sur une interprétation erronée des données présentées par Michel Chevalet. Le graphique ne s'agit pas, alors c'est une traduction de l'anglais au français. Je vais essayer de retraduire en direct. Le graphique ne montre pas de données acoustiques de la marine américaine. Il semble s'agir au contraire d'un graphique provenant d'un sismomètre situé à Saint-John en Terre-Neuve. Ah pardon, en Terre-Neuve, c'est dans le golfe de Californie, je me suis trompé, excusez-moi. Le signal observé dans les données présentées est en fait le résultat d'un séisme de magnitude 6,4 qui a eu lieu dans le golfe de Californie le 18 juin. Et en effet, parce que certains disaient le golfe du Mexique c'est dans l'Atlantique, absolument, c'est le golfe de Californie qui est dans le Pacifique. C'est moi qui me suis trompé. Donc, alors Earthscope Science, Earthscope, le consortium, j'ai regardé, c'est un consortium qui surveille notamment les activités sismiques, voilà, de la planète. Alors, la question est donc, ce commentaire est posté très rapidement sous la vidéo de Michel Chevalet, vidéo qui ne fait plus que 3 minutes. Et en fait, la vidéo a été coupée, je vous mets pas la coupe exactement parce que voilà, la vidéo a été coupée assez grossièrement. Et ce qui est marrant, c'est que, salut Swag Maggie, bon courage pour le travail. Et ce qui est amusant, c'est que il n'a pas tout coupé, puisqu'il y a un moment dans la vidéo où il continue de parler des données qu'il a recueillies. On voit juste plus le graphique et tout le passage. Jolie trouvaille donc à mettre au crédit, je le répète, du Canard Enchaîné, qui s'est rendu compte du truc. Alors la question, c'est comment ça s'est passé? On ne sait pas. C'est-à-dire que comment Michel Chevalier a trouvé ça? Est-ce qu'il l'a trouvé sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il l'a trouvé sur des forums de discussion? Parce que l'implosion du sous-marin a fait évidemment beaucoup parler. Il y a plein d'enquêteurs du net qui s'y sont mis, etc. Donc voilà. On ne sait pas comment il a trouvé ça, Michel Chevalet, mais belle boulette, parce que évidemment c'est absolument n'importe quoi. Alors quelqu'un disait oui, est-ce que c'est une volonté de manipuler? Je pense pas pour le coup, je pense pas. Je pense que c'est vraiment juste quelqu'un qui fait n'importe quoi et qui fait un peu le malin en se disant ah cool, j'ai trouvé une source de la marine américaine. Le problème étant que personne ne vérifie rien sur ces chaînes, donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais je serais curieux vraiment de savoir où est-ce qu'il a trouvé tout ça, quoi. Dans la coupe, ils ont gardé l'analyse, mais juste enlevé les éléments incriminants, où ils ont bien coupé tout le passage avec la fausse nouvelle. Alors non, alors d'abord, c'est pas sur CNews, hein. C'est uniquement sur la chaîne de Michel Chevalet. Et ils ont coupé tout le passage avec les graphiques, etc. Sauf que quand il parle, il y a des moments où... Il y a un moment notamment où il dit oui, dans l'analyse qu'on va entendre, etc. Donc en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas coupé proprement, enfin bref. Ils n'ont pas fait le ménage complètement, quoi. Salut Fichtre, bienvenue. Et au-delà de la vérification, il n'y a personne pour lui taper un peu sur les doigts. Ça, je ne sais pas. Je sais pas s'il s'est fait taper sur les doigts. Faire des signalements à l'ARCOM n'a aucun impact sur la diffusion de ces chaînes. Alors, théoriquement, si, c'est ce qu'avait rappelé Rima Abdul-Malak il y a quelques mois, en disant il faudrait quand même que CNews n'oublie pas que son canal de diffusion, c'est pas cadeau, quoi. C'est pas gratuit, il y a des règles à respecter, et dans la liste des sanctions, alors c'est la dernière ultime, il y a le retrait d'une fréquence de diffusion. Concrètement, on pourrait retirer à CNews sa fréquence de diffusion. Alors je ne vous raconte pas je sais pas comment appeler ça,
pour le coup, le séisme sous-marin que ça causerait, mais concrètement, on pourrait. Donc faire des signalements à l'ARCOM, si ça a des conséquences, ça sert à attirer l'attention de l'ARCOM, parce qu'évidemment l'ARCOM ne peut pas regarder H24 toutes les chaînes et tout ce qui est diffusé. Mais bon, le fait est que les sanctions sont plutôt faibles. Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé qu'un média perde sa fréquence? Alors pas pour des raisons de sanctions. C'est arrivé que des fréquences changent de propriétaire, oui, mais pas pour des raisons de... Pas parce que c'était une punition, quoi, en gros. Donc voilà, je sais plus ce que je disais. Oui, sur l'ARCOM, alors je reprends ce qu'on avait dit, c'était je sais plus la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais l'informé avait fait la liste de toutes les sanctions dont avait écopé TPMP. C'est assez impressionnant, hein. 23 réprimandes par le gendarme de l'audiovisuel depuis 2012 envers les émissions de Cyril, 7 mises en garde, 8 mises en demeure, 8 sanctions, qui est le rappel à l'ordre le plus élevé. Donc on voit bien que ça n'a pas de grands effets, sachant que dans ces sanctions, il y avait quand même des trucs... il y a quand même des sanctions historiques, notamment l'amende de 3,5 millions d'euros après la séquence Louis Boyard. Donc, comme on est plus nombreux et qui font des erreurs à H24, ne pourrait-on pas juste signaler à chaque fois que c'est débunké et ainsi faire pencher la balance? Mais si, mais en fait, on s'indigne moins qu'on adhère. Ça se dit, ça? Je pense que les gens... Mais surtout, en fait, je pense qu'on s'adresse, typiquement nous, chez Arrêt sur Image, mais d'autres, à un public qui ne regarde plus CNews, qui ne s'intéresse même plus à ce qui se passe sur CNews. Et je les comprends, hein, parce que tout le monde est déjà... Enfin, je veux dire, on parle à un public de gens qui sont déjà convaincus que CNews, de toute façon, n'a aucun intérêt pour eux. Donc je comprends parfaitement qu'ils ne regardent plus CNews. Mais du coup, nous, c'est pour ça qu'on a... Et d'ailleurs, même nous, hein, on a beaucoup diminué notre couverture de CNews. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus grand-chose de très nouveau à dire, quoi, sur CNews. Et bon, voilà. Peut-être que c'est une erreur, mais c'est vrai que nous, on traite moins CNews qu'avant. On a l'impression de se répéter un peu et de tourner un peu en boucle sur CNews. Ça nous arrive, hein, parfois qu'on en parle et qu'on fasse un papier quand il y a vraiment quelque chose qui nous semble important, mais c'est assez rare. Les amis, 8h37, disons qu'on est nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Je sais pas si j'ai beaucoup d'Ostiens en goguette, ou d'Ostiennes en goguette, mais en tout cas ça fait plaisir, merci d'être là. Il est 8h38, on va s'arrêter là parce que j'ai une grosse semaine qui m'attend. Sachez que à partir de cette semaine, donc à partir de vendredi, c'est les séries d'été qui commencent pour les émissions. Et donc cet été, c'est une série sur l'effondrement climatique. Ça paraît comme ça terrifiant, mais on espère qu'on a fait des émissions un peu plus optimistes qu'on pourrait croire à la lecture du titre. Voilà, donc toutes les semaines, il y aura un thème. Moi, par exemple, je vais faire le logement, les villes, comment adapter les villes et comment changer les villes pour lutter contre le dérèglement climatique. À la fois lutter contre le dérèglement climatique et s'y adapter. Et voilà, on aura la démographie, on aura le survivalisme, la décroissance, bref, plein d'émissions qui arrivent tous les vendredis. Donc c'est diffusé tous les vendredis vers 18h en général sur notre site, une par semaine, et on reprendra les émissions classiques le 4 septembre, si je ne dis pas de bêtises, si c'est un vendredi. Ensuite, la matinale continue cet été, oui, jusqu'au fin juillet, à peu près. Et ensuite, je prendrai un peu des vacances, et ensuite on reviendra en septembre. Et d'ailleurs, je le redis, là, je sais pas quand, un jour, on prendra peut-être une matinale un peu plus courte pour prendre un temps de discussion pour savoir ce que vous en pensez du concept, ce que vous aimez pas, comment l'améliorer pour la rentrée, comment le changer, pas le changer, bref. On discutera de tout ça ensemble avec un bon café. OB, il y a Proxy mardi. Non, Proxy, c'est fini. En tout cas, c'est fini jusqu'à début août au moins, puisque Loris est en vacances ce mois de juillet. Netscape, il y en a un cette semaine qui arrive. Et alors, j'ai honte, mais je ne saurais pas vous dire le sujet. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises.
Et donc voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Donc oui, Proxy, c'est fini pour le mois de juillet. Et je ne sais pas s'il reprend en août ou s'il reprendra en septembre, Loris. Je lui demanderai avec grand plaisir. Mon nom sur Twitter, oui, c'est Paul Aveline, tout attaché. Je vous mets le... Hop. Et je précise aussi que si jamais vous voyez des séquences comme celle-ci, si jamais vous voyez des choses, typiquement le sous-marin, etc., n'hésitez pas à nous signaler, parce qu'on voit beaucoup de choses, mais on voit évidemment pas tout. Donc signalez-le nous. On est disponible par mail, par Twitter, bref, il y a plein d'endroits où vous pouvez nous trouver et nous contacter, donc n'hésitez surtout pas. Moi je sais que par exemple j'ai mon mail dans ma bio sur Twitter, donc même si vous n'avez pas Twitter, vous pouvez aller voir et vous aurez accès. Voilà. Et Mastodon, il faut revenir sur Mastodon. Mais on poste tout sur Mastodon, Crodager. On poste tout sur Mastodon, normalement. Il y a peut-être eu des oublis, mais je crois pas. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon lundi, bon courage à ceux qui travaillent. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Et oui, je vois quelqu'un qui dit vous pouvez lire les chroniques de Komari sur Asie. Absolument, notre nouveau chroniqueur cartographe qui fait un excellent travail sur les cartes. Est-ce qu'elles nous disent, est-ce qu'elles veulent dire? Allez, salut tout le monde. Est-ce qu'il y a des rediffs sur ce stream? Oui, c'est rediffusé sur notre site tous les jours et le lundi, une fois par semaine, c'est sur YouTube en gratuit. Donc celle du lundi est rediffusée sur YouTube. Ciao tout le monde, bonne journée, bon courage.